On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Est-il possible d'offrir des aliments à moindre coût à même les surplus alimentaires, mais surtout les surplus agricoles? Il y a des organismes qui se sont penchés là-dessus. Il y a toute une logistique qui va s'opérer, mais c'est sur le point de voir le jour avec l'apport de beaucoup de bénévoles et d'une belle chaîne de solidarité. Mais d'abord, parlons des artistes, parlons de la coopérative Arto qui, malgré la pandémie, réussit à maintenir quand même un certain niveau d'activité. Il y a des secteurs de l'activité économique qui sont plus touchés que d'autres par la pandémie. Évidemment, oui, on pense beaucoup aux bars, aux restaurants, aux gyms récemment qui ont été refermés. Les salles de spectacle qui ont été rouvertes quelque temps, mais qui ont malheureusement dû refermer assez rapidement en zone rouge. Et tout ce volet du monde culturel en général, des artistes eux-mêmes. Et puis, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, à un moment donné, je voyais un clip, parce que là, on est beaucoup dans le virtuel, hein, on fait beaucoup de live, et je voyais une prestation qui émanait de Arto, la coop créative qui est sur la rue Saint-Jacques. Et là, ça m'a fait penser à quelque chose. Je me suis dit, qu'est-ce qui arrive avec Arto? Est-ce qu'on maintient quand même une programmation? Comment vont nos artistes? On en discute avec le directeur général d'Arto, Martin Cambria. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Comment se porte Arto? Relativement bien. Tu parles, Éric, du virtuel. Bien, Arto s'est lancé là-dedans par la force des choses. On avait une programmation 2020 qui avait l'essentiel de ce qui fait notre renommée. Il y avait des événements, des expositions, des spectacles, mais évidemment, au mois de mars, tout ça, on a dû abandonner parce que, évidemment, en personne, on ne peut rien faire. Donc, on s'est lancé dans le virtuel par la force des choses pour remplacer notre symposium, pour remplacer Rencontre des arts, pour donner une voix et pour donner de la visibilité à nos artistes, autant dans la musique, en littérature, puis en art visuel. Donc, relativement parlant, ça va bien parce qu'on est en plein là-dedans. Notre grand événement Art Total, présentement, là, qui tire à sa fin, en fait, parce que c'était dans le cadre des Journées de la culture, 30 jours, cette année plutôt qu'un seul week-end. Donc, 30 jours de découverte artistique virtuelle sur notre site Web. Si on y va par tranche, au printemps, oui, quand c'était arrivé, là, disons fin mars, avril, mai, juin, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous avez pu faire durant cette période-là? Bien, au mois de mars, on a paniqué, comme tout le monde. Or, on ne savait pas où ça s'en allait. Mais très rapidement, on s'est dit, on ne peut pas rester inactif. Et le premier événement qui était sur notre radar, c'était Ruée vers l'art, qui, généralement, on invite la population à aller visiter les ateliers, sauf qu'on a les ateliers des artistes en art visuel, je m'excuse. Donc, on a décidé de le transformer. Au lieu d'accueillir le public dans les ateliers, tiens, pourquoi les artistes ne pourraient pas accueillir le public dans leurs cours, sur leur balcon, juste pour enjoliver, ne serait-ce que les rues ou les quartiers de ces artistes-là. Et ça a eu un succès phénoménal. Donc, sans publicité de bouche à oreille, vraiment, on a eu une belle réponse du public où les gens ont été se balader dans les rues, là où habitaient les artistes, et on a pu être à la rencontre du public. Donc, ça a été notre première réaction, de se dire, on peut faire les choses autrement. Et durant l'été? Et durant l'été, on s'est dit, bien, cette formule-là était intéressante, mais évidemment, l'automne ou l'hiver approche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer dans cette même veine-là, sachant qu'il y avait une deuxième vague qui approchait. Donc, à l'été, on s'est tout de suite mis à l'œuvre pour mobiliser nos artistes à participer à notre événement qui est en cours présentement. Donc, oui, il y a un gros décalage là, de juin à septembre, il y a un gros décalage, mais tous ces mois-là ont servi de préparation à l'événement qui est présentement, je veux dire, en ondes sur notre site Web. Parce que durant l'été, il y avait quand même moins de restrictions comme telles. Oui. Les gens faisaient des trucs aussi beaucoup à l'extérieur. Oui. Est-ce que vous avez pu quand même maintenir certaines activités? Est-ce que les gens pouvaient même rentrer à l'intérieur d'Arto sur la rue Saint-Jacques? On a rouvert la boutique et la galerie fin du mois de juin, début du mois de juillet. Mais je dois vous dire qu'il n'y a pas eu tant de visiteurs que ça. Peut-être que la population n'était pas au courant ou encore hésitait un peu à aller à l'intérieur dans les commerces. Mais on a quand même fait une exposition en galerie. On a présenté la collection permanente des œuvres d'art que Arto
a acquis au fil des ans. Une très belle exposition, soit dit en passant. Mais on a concentré surtout nos énergies à produire vraiment le contenu qui est présentement sur notre site Web. Bon, parce que tantôt, je faisais référence aux bars, aux restaurants, aux gyms. Il y a aussi les musées. Et je présume que vous êtes un peu inclus là-dedans. Donc, techniquement, vous ne pourriez pas vraiment ouvrir la galerie? On pourrait. On pourrait ouvrir la boutique et la galerie parce que, évidemment, la boutique, c'est à fin commerciale. On vend des œuvres d'art, des métiers d'art, etc. Par contre, on est une coopérative. Donc, on n'a pas de salariés vraiment pour opérer la boutique. On demande à nos membres qui sont bénévoles d'opérer la boutique. Et si on dit aux gens, à la population, de ne pas visiter amis et famille, on ne trouvait pas très cohérent. C'est un peu tordu de dire, oui, je comprends. Oui. Et là, donc, quels sont les événements de type plus virtuel que vous faites donc cet automne? Comme je disais en introduction, moi, je suis tombé sur une prestation musicale la semaine dernière. Et là, j'étais là, j'ai dit, ah, c'est vrai. Et là, je voyais, dans le fond, un homme et une femme là, qui étaient là. Évidemment, j'ai comme compris qu'il n'y avait personne dans la salle comme telle. Exactement. Et qu'on était en live Facebook. Mais donc, parlez-nous un peu de ces prestations-là qu'on peut voir en direct sur Facebook. Bien, jusqu'à la semaine dernière, on a pu avoir un public. Ça, c'était vraiment intéressant, mais... ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Et c'est un peu étrange d'avoir des artistes, par exemple, en musique, venir offrir une prestation. Le seul public, c'est Rémi Boily, qui est à la technique, moi-même. Qui fait la captation. Et Sylvain fait la captation devant une salle vide, mais les artistes sont bons joueurs et ça leur fait du bien quand même de monter sur scène, de savoir qu'il y avait un public quand même derrière leur écran. Puis une chose intéressante, on rejoint beaucoup de monde. Puis c'est ça qui est encourageant. On se dit... Le virtuel, ce n'est pas la meilleure chose, mais c'est la seule chose que l'on a présentement. Donc, on ne peut pas ressentir la vibration des musiciens, mais quand même, on peut quand même ressentir l'émotion par... Ça, c'est dans le cadre un peu d'une prestation musicale. Oui. Au niveau des arts visuels, qu'est-ce qu'on peut faire en virtuel? Est-ce qu'on peut faire une visite virtuelle d'une salle d'exposition? Est-ce qu'on peut faire ça? Ce que l'on a fait depuis le début de notre événement, c'est capter les vernissages... en direct. On les a offerts en web diffusion. Et ces enregistrements-là, vous pouvez aller les voir sur notre site web aussi. Donc, c'est une façon pour les gens qui ne peuvent pas être en salle avec nous, avec l'artiste, d'au moins entendre la démarche de l'artiste, parler de son œuvre, de son inspiration. Et on voit quand même les œuvres à l'écran, c'est pas la même chose que les voir en personne, mais quand même, ça l'offre une visibilité, ça l'offre quand même la chance aux gens de découvrir qui sont ces artistes-là et d'aller en apprendre plus en allant visiter leur site web et de venir nous voir éventuellement en galerie quand on pourra rouvrir. Bon, en temps normal, à ce temps-ci de l'année, on parlerait de Rencontre des arts, qui est un événement phare depuis presque 30 ans. Là. J'ai comme arrêté de compter, qui attirait quand même plusieurs centaines, voire des milliers de personnes au Collège militaire là, depuis quelques années maintenant. Ça, évidemment, on n'a comme pas le choix de mettre un trait là-dessus pour cette année. On l'a su quand même assez tôt. Mais oui, c'est dommage, ça aurait été le 30e, le 30e anniversaire, ou la 30e édition, en fait. Je pense qu'il y a eu une ou 2 années de sursis, mais bref. Puis on prévoyait déjà des changements pour bonifier la formule, justement, pour attirer un nouveau public. Donc, ça nous donne juste un peu plus de temps pour travailler la formule pour l'année prochaine, puis on se croise les doigts. Là, on est en zone rouge pour on ne sait pas trop combien de temps. Le 28 octobre, je pense que plus personne n'y croit. À regarder certains chiffres, on se dit que ça risque d'être plus 28 novembre ou sinon même 28 décembre. Bref, je pense qu'on est plus dans un horizon de se rendre à Noël. Là, puis après ça, on verra. Puis bon, il y a d'ailleurs des nouvelles qui disaient qu'il y a peut-être certains vaccins qui vont arriver au Canada décembre, janvier pour les personnes vulnérables. Bref, on verra quand on sera rendu là. Mais pour vous, comment on voit maintenant les prochains mois? Novembre, décembre, janvier, l'hiver qui vient... Est-ce qu'on programme quelque chose? Si oui, on fait quoi? Est-ce qu'on se prépare pour le printemps? Bref, c'est dur de planifier, là. Bien, dans nos habitudes, au mois de septembre ou octobre, on sait déjà à quoi va ressembler la programmation de l'année suivante. C'est pas le cas cette année. Donc, on va y aller vraiment mois par mois à la pièce, effectivement.
mais aussi on veut construire sur qu'est-ce qu'on est en train de bâtir présentement. On utilise le web pour la première fois. Est-ce qu'on va continuer à faire des captations et des spectacles enregistrés? S'il y a un appétit du public, pourquoi pas? Ça fait travailler, ça permet aux musiciens de travailler. Est-ce qu'on continue de faire la même chose avec des expositions, avec des ateliers virtuels, ça? C'est quelque chose qu'on veut explorer et qu'on va explorer. Comment vont les artistes eux-mêmes? La coopérative, c'est quoi? C'est une centaine d'artistes et plus, en même? Plus de 125, C'est 125? Oui. Tu sais, je regardais ça, entre autres, au printemps. Certains artistes, ou même en début de semaine, on avait Corneille en entrevue, là, qui donne une conférence dans le coin. Puis, tu sais, ben là, j'ai du temps pour penser, j'ai du temps pour créer. Souvent, les artistes sont super occupés. Même chose probablement en art visuel, où là, il n'y a pas tant d'expositions. Donc, ceux qui ont du temps pour créer ont encore plus de temps pour créer. Avez-vous un certain feedback de la part de ces artistes-là? On a de tout. On a de tout, des artistes qui sont complètement figés, qui ne trouvent aucune inspiration dans le moment, et puis qui font, en réflexion, ils sont à digérer un petit peu la situation, et d'autres, vraiment, ça les lance dans des élans créatifs incroyables. Donc, il y a de tout. Mais généralement, on a hâte de se retrouver en personne, en groupe. Tout ce qu'on fait, que ce soit un vernissage, un spectacle, un atelier, une exposition, des événements, ça tourne autour du monde. Puis ça manque vraiment aux artistes. Le monde culturel génère énormément de retombées économiques. Parfois, les gens, peut-être à tort ou à raison, vont chialer un peu sur le fait que le domaine culturel est beaucoup subventionné au Québec, mais pas juste au Québec, partout sur la planète. Mais c'est là qu'on voit que ça nous manque. Le fait qu'il n'y ait pas de spectacle, qu'il n'y ait pas d'exposition, le fait que les gens ne puissent pas se voir, c'est souvent rassembleur, les événements culturels, les vernissages. C'est là qu'on voit que ça nous manque. C'est beau le virtuel, c'est pratique, mais ça ne remplacera pas les vraies relations entre les vrais humains. Là où ça m'a le plus marqué, là, ce constat-là, c'est lors du premier spectacle que l'on a fait dans le cadre d'Art Total. Être assis dans une pièce avec des gens, puis ressentir la vibration des instruments et de la voix des artistes, puis être avec quelques personnes. Évidemment, on était à 2 mètres et plus les uns des autres. On n'était pas nombreux chez Artaud. C'est quand même petit, c'est intime. Mais ça donne la chair de poule de se dire « Ah, ça nous manque. » C'est ça mon feeling. On a hâte de retrouver ça. Bien, on invite les gens donc à aller visiter virtuellement soit le site web ou la page Facebook d'Artaud pour savoir donc que la culture quand même continue de se vivre, mais autrement. Donc, si parfois vous cherchez un certain divertissement ou vous voulez vous évader un peu, bien, sachez que nos artistes ici localement sont toujours actifs et on tente de vous offrir dans la mesure du possible, évidemment, une programmation, disons, différente pour la saison. Merci beaucoup, Martin, puis bonne chance pour la suite. Merci, Eric. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de surplus agricole. Bref, comment offrir des aliments à moindre coût. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Comment offrir des aliments à moindre coût en récupérant les surplus agricoles? Est-ce que c'est possible? Il semble que oui, avec le projet Alternative Alimentaire, aliment-terre. Avec nous pour en parler, sa chargée de projet, Alexandra Dessert. Bonjour et bienvenue. Merci. D'où vient l'idée, en fait? En fait, c'est issu d'une co-construction territoriale. Donc, c'est plusieurs organismes du milieu
du Richelieu et de Rouville principalement, mais ça inclut aussi Chambly-Carignan, qui se sont réunis pendant une grosse journée de réflexion, puis ont tenté ensemble de prioriser un projet qui répondrait le mieux aux besoins de la population. Puis c'est un projet qui est émanant en sécurité alimentaire. Puis ils ont ciblé des activités plus de glanage au départ. Donc le glanage, c'est la cueillette directement au champ, comme pouvant répondre aux besoins en termes de sécurité alimentaire, là. Fait que ça, au départ, ces 21 organismes-là, à peu près, là, ils se sont réunis, puis ils ont déterminé que ça, c'était la priorité. Puis ensuite, ils se sont dit, OK, comment mettre ça en œuvre? Puis là, présentement, c'est porté par 4 organismes, là, plus spécifiquement sur le territoire. Puis là, on travaille à mettre en œuvre d'où est née Alternative alimentaire, là, mais c'est comme ça, en fait, que ça a été initié à la base. Bon, et les 4 organismes en question, il s'agit du Grenier aux Trouvailles, le Centre d'action bénévole de la Seigneurie de Monnoir, le Centre de femmes du Richelieu et le Centre d'action bénévole de Saint-Césaire. Exact. Tout ça accompagné par le CIS de la Montérégie-Centre. Exactement. Bon. Quand on parle de sécurité alimentaire, parce qu'en même temps, bon, la pandémie aussi a amené certaines réflexions où on s'est rendu compte qu'on était dépendant, même pas juste ici. Entre autres, je voyais en France, le président Macron qui parlait de ça souvent, parlait de sécurité tout court, parce que là, pour s'approvisionner, on se rend compte finalement qu'on dépend d'un paquet de pays, mais au niveau alimentaire, entre autres, quand on ferme les frontières. Et aussi au niveau des banques alimentaires, évidemment, il y a un accroissement de la pauvreté. Donc forcément, les banques alimentaires sont davantage sollicitées. Donc on est un peu dans cette pensée-là, là, de la sécurité alimentaire tout court, mais aussi d'aider aussi les plus démunis, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, le projet, bien, c'est sûr qu'il a été réfléchi avant même que la COVID arrive. Là. Fait qu'on n'était même pas encore en situation un peu de crise bien avancée. Il y avait des besoins qui étaient présents, des besoins qui augmentent aussi. Puis, on se rend compte que même les travailleurs, en fait, tu sais, le revenu des personnes, en fait, n'a pas augmenté suffisamment dans les dernières années. Puis ça fait en sorte qu'il y a des gens qui sont travailleurs et qui ont besoin de l'aide alimentaire aussi. Fait qu'on a vu des besoins qui étaient littéralement croissants. Puis là, la COVID, c'est sûr que ça l'a amené comme c'était la cerise sur le sundae, puis ça l'a en fait ébranlé tout le monde, même dans le domaine de l'agriculture, au niveau de la main-d'œuvre et tout. Fait que c'est sûr que notre projet, en quelque part, il arrive comme au bon moment, d'une certaine façon, parce que nous, on va directement dans les champs. Donc, ça a offert la possibilité aux agriculteurs, finalement, d'avoir une espèce de main-d'œuvre en échange d'aliments. Certains étaient pris avec des surplus, donc pour eux, c'était une belle opportunité de se départir des surplus, là. Bon. Il y a un autre phénomène aussi dans notre société, puis ça, ben, je pense qu'on est tous un peu coupables là-dessus, mais on a l'impression que quand on arrive à l'épicerie, il faut que les aliments sont... Il faut quasiment que les pommes soient shinées, puis, tu sais... Non, mais on est beaucoup dans une culture où, si le céleri a un petit... suivant, tu sais, le piment, il n'est pas bien beau. Tu sais, on est beaucoup dans cette culture-là où nous-mêmes, comme consommateurs, on veut que les fruits et légumes soient à la perfection, tu sais. Et là aussi, ça entraîne forcément des surplus, ou tout le même des gens ou des épiceries qui vont jeter aux ordures des aliments qui auraient pu être bons à la consommation. Oui, tout à fait. Puis c'est un peu ces aliments-là qu'on vise finalement. C'est de dire, bien, tu sais, les aliments, bien, les carottes à 2 têtes, par exemple, bien, il y a une valeur nutritive derrière ça, là, tu sais, ils sont pas belles, tu sais, selon les standards édictés par les marchés, ils sont pas belles, mais ils sont bonnes, tu sais. Fait que nous, c'est ces aliments-là qu'on récupère principalement. Donc, ça va être des producteurs qui vont faire affaire avec nous, qui vont nous donner leur surplus ou leur déclasser. Fait que, comme les carottes à 2 têtes, par exemple. Fait que c'est principalement ça, mais c'est vrai, là, tu sais, les critères du marché sont super serrés. Puis on se rend compte qu'il y a plein d'aliments qui atterrissent même pas dans nos assiettes, finalement, là. Question très vaste, mais des surplus, il y en a combien? C'est-tu 5, 10, 15, 20 des récoltes qui n'arrivent jamais en épicerie? Je veux dire, ça représente quoi, les surplus agricoles? Bien, en termes de pourcentage, c'est super difficile à quantifier parce que d'une année à l'autre, ça change aux aléas de la météo. D'une année à l'autre, les récoltes ne sont pas les mêmes. On se rend compte, par exemple, que le gaspillage alimentaire, là, ça commence de la terre jusqu'avant même nos frigos. T'sais, la chaîne de gaspillage est énorme. Puis, ce que ça... au-delà du fait qu'on perd des aliments quand on gaspille, il y a un paquet de ressources autour des aliments qui sont gaspillés aussi. Tu sais, quand le consommateur va mettre une carotte à la poubelle, finalement, parce qu'elle est rendue flétrie puis qu'il ne la mange pas, il faut penser en arrière qu'il y a eu du transport de ces aliments-là. Il y a eu de l'énergie, que ce soit de l'électricité ou de l'eau qui a été consommée. Fait que les pertes sont énormes, là. Fait que le gaspillage alimentaire, c'est pas juste l'aliment qu'on gaspille, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, qui est gaspillé, là. Bon. Quel est le défi logistique? Parce que c'est beau dans les faits, mais comment on les récupère? Comment on les redistribue? Bref, comment ça fonctionne?
Bien, le projet, il est vraiment fort de son ancrage territorial, en fait. C'est un projet qui va rallier beaucoup la communauté. Donc, on parle de gens qui vont s'impliquer, des bénévoles, monsieur, madame, tout le monde, à toutes les étapes du processus, que ce soit en passant par la cueillette. Donc, on fait des événements cueillette directement au champ. On invite les gens à s'inscrire, à venir avec nous. Donc, il va y avoir des bénévoles cueilleurs. Par la suite, ces aliments-là sont transportés par un camion vers nos lieux de conditionnement. Donc, on a présentement officiellement 2 lieux de conditionnement, mais on espère en avoir plus. Et puis là, encore une fois, c'est des bénévoles qui vont conditionner les aliments. Donc, quand on parle de conditionnement, on parle de laver et couper principalement, mettre dans des sacs qu'on va nous surgeler sous vide par la suite. Voilà, donc, c'est comme une espèce de petite chaîne de production. Et par la suite, on a des points de vente qui vont bientôt être dévoilés, mais qui vont se retrouver à la fois sur le territoire du Richelieu et de Rouville. Donc, ça prend une collaboration à la base avec les agriculteurs eux-mêmes. Oui. Je reviens à l'exemple que vous avez vous-même donné, la carotte à 2 têtes. Bon, bien, l'agriculteur qui fait pousser les carottes puis qui a une carotte à 2 têtes, donc il sait très bien qu'il ne pourra pas l'envoyer à l'épicerie, il fait quoi avec? Bien, il nous appelle, simplement. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de producteurs déjà là, qui vont pas avoir le réflexe de jeter ces aliments-là, bien sûr. Là, ils ont une conscience sociale aussi, une conscience environnementale, donc ils vont les redistribuer aux banques alimentaires. Donc, il y en a beaucoup qui ont déjà des partenariats, mais on se rend compte en fait que même ces aliments qui sont donnés dans les banques alimentaires, il en reste encore une quantité, parce que même les banques alimentaires ne peuvent pas tout recevoir, là, puis redistribuer par la suite dans un délai raisonnable. Donc, c'est pour ça que quand on parlait de centres de conditionnement, à partir du moment où on les coupe et on les gèle, là, à ce moment-là, il y a moins de gaspillage. Oui, bien en fait, on fait durer dans le temps. Il y a une plus grande durée de vie, en fait, là, pour l'aliment, fait qu'on peut mieux le conserver de cette façon-là. Nous, on surgèle, donc quand c'est envoyé au congélateur, bien, c'est à moins 23 degrés, fait que ça surgèle dans l'espace de quelques temps. Puis de cette façon-là, on le met sous vide aussi, fait que on sait qu'on va les faire durer plus longtemps. Là, comme ça, Bon. Donc là, vous êtes quoi? Vous êtes à l'étape de trouver vos bénévoles principalement? Est-ce que vous êtes... Bien, on a commencé quelques activités. Il y a déjà des citoyens qui sont venus donner un coup de main dans les différentes étapes. Là, on est rendu vraiment à l'étape de la mise en marché, je dirais. Donc, on va bientôt dévoiler des points de vente. Les gens vont pouvoir se procurer des aliments. Puis une chose qui est vraiment importante sur les aliments qu'on va distribuer, c'est que notre objectif, c'est de les vendre à moindre coût. Mais pour financer ce moindre coût-là, en fait, on propose une tarification sociale. Donc, la tarification sociale, on l'entend souvent dans le transport collectif. Tu sais, c'est un espèce de modèle qu'on met de l'avant pour que les gens puissent se procurer, par exemple, leur ticket selon leurs revenus. Mais c'est un petit peu le même principe. Nous, on ne va pas aller jusqu'à déterminer des tranches de revenus, mais plutôt on va offrir du moindre coût et une tarification solidaire, qu'on va dire, donc qui va permettre aux gens qui ont peut-être envie d'encourager le projet, qui savent qu'ils sont capables de se procurer des aliments à un coût peut-être à un certain pourcentage un peu plus élevé. Puis ça va nous permettre d'assurer le moindre coût pour les gens à plus faible revenu. Là. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que vous allez trier les clients ou ils vont devoir vous donner une preuve de leur revenu? Non, c'est ça. On veut garder ça le plus simple possible. Donc, c'est sûr que quand nos points de vente vont être définis, on va définir aussi la marche à suivre, puis ça va être un petit peu plus clair pour les gens. Là. Fait que je ne m'avancerai pas trop dans cette portion-là. Parce que ça peut être assez complexe. Là, parce que je comprends, exemple, à la Saint-Vincent-de-Paul, ils font déjà ce genre d'enquête-là pour s'assurer, évidemment, que les gens à qui ils donnent sont vraiment dans le besoin. Oui. Bon, ça, c'est leur mécanique de travail, mais pour vous, c'est sûr que ça peut devenir complexe là, de dire, OK, bon, ben toi, tu gagnes 75 000 et plus par année, donc voici ton sac de carottes va te coûter tant, puis toi, tu gagnes 40 000 et moins, puis c'est complexe. Pas comme c'est ça. ça. Il y a des épiceries sociales qui se basent là-dessus parce qu'ils ont un seul point de vente. T'sais. Fait que c'est plus simple d'avoir, par exemple, des cartes de membres, des choses comme ça, mais nous, comme on va avoir plusieurs points de vente... Je comprends le principe à la base. On veut complexe. ultimement que ça aide, dans le fond, dans les bonnes mains, c'est-à-dire que ceux qui les paient à faible coût, que ce soit vraiment ceux qui doivent en bénéficier. Oui, tout à fait. Mais tu sais, dans nos objectifs, en fait, il y a un volet environnemental très fort aussi. Puis je pense que monsieur, madame, tout le monde a envie aussi d'encourager ce volet-là, de diminuer le gaspillage. Fait qu'il y a comme une espèce de... Il y a des valeurs associées, en fait, qui sont rassembleuses. Là. Encore là, je ne suis pas sûr qu'on a la réponse, mais de combien moins cher on peut payer? Pour les personnes à faible revenu, par exemple, nous, en fait, on va plutôt aller dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va se dire, il y a un prix de base parce qu'on
le prix de base est à moindre coût. C'est un prix qui est accessible à tous. Tu peux t'alimenter sainement à moindre coût. C'est un petit peu ça le message qu'on veut envoyer. Mais si tu as les moyens de payer un petit peu plus pour encourager le fait que nous, on veut offrir du moindre coût, à ce moment-là, ça va être possible. Il y a plusieurs marchés ambulants qui font ça, là, tu sais, des espèces de caravanes, de culture. Bien, eux, ils se promènent, puis ils proposent ça aussi, la tarification sociale. Puis c'est un peu une espèce de confiance aux consommateurs aussi. Mais c'est qu'on toute une chaîne de propose, solidarité. Là. Ça part de l'agriculteur lui-même, il y a des bénévoles, il y a quand même des frais fixes à assumer, c'est supporté par des organismes, il y a les gens qui vont payer, peut-être plus cher ou moins cher, mais bref, on comprend le principe ultimement, mais c'est tout un défi, par exemple. C'est un beau défi, mais c'est un gros défi. Bien, le défi, il est surtout dans le changement de mentalité, je pense. C'est-à-dire que c'est possible de faire ça comme ça, tu sais. Simplement, on s'est peut-être jamais donné la peine de le faire comme ça. Fait que ça semble complexe parce qu'on instaure quelque chose, mais ultimement, on va peut-être encourager d'autres projets à faire ça comme ça aussi, là. En terminant, les premiers points de vente pourraient voir le jour à quel moment, à peu près? Nous, on espère cet automne, mais peut-être que ce ne sera pas possible. Mais on espère cet automne, du moins, on essaie là, prochainement Il pourrait en avoir quoi, 1 ou 2 par MRC? Puis quoi, les gens, ils se présentent le samedi entre 9h et midi, puis c'est là que ça se passe, ou je sais pas? Ça risque d'être plus ouvert que ça. Donc, ça risque d'être dans des endroits qui sont accessibles du lundi au vendredi, minimalement, peut-être même la fin de semaine. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être le plus rassembleur possible avec nos produits, là. Bon, bien, on invite les gens, donc, à se tenir informés. Vous avez, entre autres, une page Facebook que les gens peuvent consulter, facebook.com/alternative.aliment.terre. Donc, pour se garder informé, pour savoir à quel moment donc, vous allez ouvrir ces fameux points de vente en question. Mais je pense que l'idée mérite vraiment d'être soulignée. Puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Le gouvernement du Québec a décidé qu'il y aurait un Halloween pour les enfants cette année. La Ville de Saint-Jean est d'accord, mais la Ville a quand même décidé d'appliquer ses propres consignes de sécurité. Donc, avant de parcourir les rues avec vos enfants, allez sur sjsr.ca/Halloween. À demain. Bye-bye.